En visite en Ouganda, la présidente du Fonds monétaire international a déclaré que la croissance de l'infrastructure s'avère cruciale pour le pays. Au Gabon, la canne fait des heureux dans le rang des commerçants. Ces derniers y trouvent une occasion de faire de bonnes affaires. Puis on parlera industrie au Mexique. Le secteur automobile est attentif à l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Au Cameroun, le gouvernement attend de 7 banques locales des contributions financières dans le cadre du projet de construction de la centrale hydroélectrique sur le fleuve Sanaga. Les banques locales sont attendues pour un apport à hauteur du quart du financement total. Le coût total actuel affecté à cet investissement est de 690 milliards de francs CFA. Les banques sollicitées ont manifesté leur intention de prêt pour un montant global de 121 milliards de francs CFA. Les principaux actionnaires du projet, que sont le gouvernement, le groupe énergétique français EDF et la Société financière internationale, devraient apporter 207 milliards de francs CFA. Pour combler les besoins en financement supplémentaire, le marché des capitaux sera sollicité. Parmi les banques sollicitées par le gouvernement figurent notamment Ecobank, Société Générale, Société Camerounaise des Banques, UBA Cameroun, Atlantic Bank ou encore Afriland First Bank. Selon le gouvernement camerounais, les premiers travaux de ce projet de centrale hydroélectrique sur le fleuve Sanaga pourraient débuter dès avril 2017. Uganda is at a point in time where it can actually. L'Ouganda est à l'heure où il peut vraiment grandir sensiblement. Il peut répondre aux besoins de sa population si les bonnes priorités sont choisies. Nous avons discuté du développement de l'infrastructure, ce qui est essentiel. C'est l'un des principaux freins qui doit être résolu et traité avec une mise en œuvre solide, avec responsabilité et efficacité. With solid implementation, with accountability and with efficiency. La stabilité macroéconomique est un facteur clé qui est pris en compte par les investisseurs, par les prêteurs, qu'ils proviennent du secteur privé, qu'ils proviennent d'institutions bilatérales, multilatérales ou d'autres pays. Countries. There is abundance of financing of. Il y a beaucoup de financements disponibles et ces financements vont vers les projets susceptibles de rapporter de l'argent, ceux qui sont gérés de façon disciplinée, rigoureuse et bien mise en œuvre. Implemented fashion. So, all hangs together. 850 millions de dollars. Ainsi s'élèvent les actions cotées sur le Nigerian Stock Exchange en 2016. Il s'agit là du niveau d'investissement boursier le plus faible jamais enregistré depuis 2007. En ce qui concerne le montant global que les investisseurs étrangers ont injecté en 2016 dans les actions et obligations disponibles sur le marché financier nigérian, il se chiffre à 4 milliards de dollars, soit le volume le plus faible enregistré depuis 2010. Par ailleurs, le principal indice de la bourse de Lagos, le Nigeria All-Share Index, a terminé l'année sur un repli de 6,7% pris en naira et de 38% pris en dollars US. À l'origine de ces contre-performances, la baisse des cours des matières premières, le risque de perte financière liée aux hésitations dans la conduite de la politique monétaire et les difficultés à rapatrier les revenus hors du Nigeria. Toutes choses qui auraient émoussé l'enthousiasme des investisseurs selon certains analystes. En Afrique, le budget total alloué à l'exploration minière en 2016 a connu une baisse de 24% par rapport à 2015 et est estimé à 916 millions de dollars. Il s'agit de chiffres rendus publics par Standard & Poor's Global Market Intelligence.
Avec cette performance, l'Afrique perd une place et passe de la 3e à la 4e région où on dépense le plus pour l'exploration minière. C'est seulement en République démocratique du Congo, qui vient en tête des 34 pays miniers du continent, que les fonds alloués à l'exploration ont dépassé la barre des 100 millions de dollars. La majeure partie de ces fonds ont été investis dans les projets de cuivre. Il faut préciser qu'en 2016, l'or a été la principale matière cible de forage en Afrique. Dans son rapport, Standard & Poor's fait également noter au plan mondial une baisse de 21% à 6,89 milliards de dollars des fonds totaux alloués à l'exploration minière par 1580 compagnies. L'Amérique latine est la région qui vient en tête en termes de fonds dépensés pour l'exploration minière. Les alentours du stade de l'Amitié de Libreville, comme tant d'autres stades de la République gabonaise qui abritent certains matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football total, sont désormais des lieux d'affaires très prisés. Au stade de l'Amitié d'Akonje où se déroulent les rencontres, l'ambiance est surchauffée 1 heure avant le début des rencontres de football. Dans les entrées principales, les spectateurs sont harponnés par des dizaines de commerçants ambulants qui leur proposent drapeaux, t-shirts, polos, écharpes, brassards et autres gadgets aux couleurs des équipes. Des tatoueurs de circonstances s'y mettent aussi. Ils badigeonnent jour, front ou encore épaules et ils réalisent des tatouages moyennant 300 à 500 francs CFA. Un peu plus loin dans les gargotes, entre deux commentaires, on boit une gorgée de bière. Dans ce business, la plupart des vendeurs sont des femmes qui ont déserté leur commerce habituel pendant quelques semaines pour se donner à fond à cette activité qui paraît plus lucrative. Au lendemain de la publication du rapport de la commission d'enquête sur les activités des entreprises exerçant dans l'agrobusiness en Côte d'Ivoire, l'intersyndicale des entreprises d'agrobusiness tente une opération de dédiabolisation auprès de la presse nationale et internationale. Personne ne s'est présenté dans les locaux des maisons d'agrobusiness pour nous dire voici ce que vous avez, comment vous travaillez, à quoi vous êtes exposé. Tout commence en novembre 2016 lorsque le gouvernement ivoirien décide de se pencher sur le secteur de l'agrobusiness qui a connu un développement exponentiel au cours de ces dernières années. Une commission d'enquête composée de plusieurs acteurs étatiques et de la police financière et bancaire est mise en place pour conduire une étude devant informer les autorités sur l'ampleur du phénomène. 2 mois plus tard, les résultats de l'étude présentés à la sortie du conseil de gouvernement suscitent consternation et indignation des acteurs du secteur. En effet, les travaux de cette commission révèlent que les retours sur investissement dans les comptes d'entreprises d'agrobusiness s'élèvent à 22 700 millions de francs CFA, alors que ces mêmes entreprises promettent des retours sur investissement très élevés entre 300 et 1000% du capital investi sur des périodes comprises entre 3 et 6 mois. Pour le gouvernement ivoirien, c'est une cavalerie financière. Et pour les acteurs du secteur, seul le tribunal du commerce de Bigan pourrait rétablir toute la vérité sur cette histoire. Et il y a une absence de réglementation autour de l'agrobusiness. L'agrobusiness, c'est du crowdfunding. C'est du financement participatif. C'est l'investissement participatif qui existe aujourd'hui en France, qui existe partout, au Ghana, au Sénégal. Il aurait fallu suivre ces entreprises afin de les encadrer, afin de leur proposer de fiscaliser leur corporation. 28 sociétés, dont Agricash, celle dirigée par Michel Yapo, épouse Kofi, ont vu leurs avoirs gelés depuis le 5 janvier 2017 par le gouvernement ivoirien, malgré les hectares de terre qu'elles possèdent. Certains responsables de maisons d'agrobusiness sont aujourd'hui dans les couloirs de la justice ivoirienne. Devant ce spectacle, les souscripteurs projettent de descendre bientôt dans la rue pour exiger le paiement de leur retour sur investissement. En 2016, le Maroc a enregistré un taux de croissance de 1,6%
contre 4,5% en 2015. Une décélération due principalement à la baisse très importante de la valeur ajoutée agricole après une campagne marquée par une pluviométrie déficitaire. En effet, 2016 a été l'année la plus sèche sur les 30 dernières années au Maroc, ce qui n'a pas été sans impact sur l'agriculture, qui reste de loin le premier contributeur du produit intérieur brut marocain devant le tourisme et l'industrie. Autre impact, le déficit budgétaire a lui aussi maintenu une tendance à la baisse pour se situer autour de 3,9% du PIB. Le Fonds monétaire international, qui avait prédit en décembre que la croissance marocaine se situerait entre 1,5 et 2% en 2016, reste cependant optimiste qu'elle rebondira en 2017 à environ 4,4%. 11 milliards de dirhams, soit 2,8 milliards d'euros. C'est la somme des contrats que la ville de Dubaï pourrait attribuer à nouveau dans le cadre des travaux d'infrastructure à réaliser pour l'exposition universelle que l'Émirat du Golfe organisera en 2020. Selon le comité d'organisation, ces contrats de construction ouverts aux entreprises locales, régionales et internationales comprennent les derniers travaux d'infrastructure sur le site de l'exposition, dont les aires de stationnement et les espaces devant accueillir la plupart des pavillons des pays participants. En 2016 déjà, Expo 2020 avait attribué plus de 1200 contrats portant sur des investissements de 2 milliards de dirhams, soit 510 millions d'euros. La plupart des travaux de construction devraient être terminés un an avant l'ouverture de l'événement, un événement qui se tiendra sur un site de 438 hectares et devrait accueillir plus de 180 pays. Entre son ouverture le 20 octobre 2020 et sa clôture le 10 avril 2021, la manifestation devrait attirer jusqu'à 300 000 visiteurs par jour. Précisons que c'est la première fois qu'un tel événement se tiendra au Moyen-Orient. Au milieu du désert mexicain, la carcasse d'une usine Ford gît à l'abandon. Sa construction a été interrompue lorsque le constructeur a renoncé à investir ici les 1,6 milliard de dollars prévus. Une décision survenue début janvier, alors que Donald Trump accentuait sa pression sur les grands groupes américains pour qu'ils rapatrient leurs usines aux États-Unis. Celui-là des États-Unis est en train de serrer les vis. On pourrait revivre la même chose qu'avant, beaucoup de pénuries et peu de travail. Quelques 2800 emplois directs et 10 000 indirects sont partis en fumée avec l'annulation de ce projet. Martina et 5 membres de sa famille travaillaient sur le chantier de l'usine, espérant comme beaucoup voir son emploi pérennisé. On est tous inquiets de ce qu'il va se passer, de ce qu'on va faire. On s'était déjà habitués au travail là-bas. Cette région de tradition minière se développe depuis 10 ans grâce à l'industrie automobile. General Motors s'est implanté en premier et depuis, plus de 200 entreprises de ce secteur s'y sont installées. Si l'annonce de Ford a pris les autorités au dépourvu, les fabricants automobiles essaient de ne pas s'affoler de l'effet Trump. General Motors et Toyota maintiennent d'ailleurs pour l'instant leur projet au Mexique, malgré les menaces de représailles douanières. Il ne faut pas trop s'alarmer. Il faut garder confiance dans les marchés que nous avons déjà et dans les projets de développement. Avec 80% des exportations mexicaines à destination des États-Unis, la politique protectionniste de Donald Trump a cependant de quoi inquiéter. La monnaie mexicaine recule à chaque déclaration du président élu.